merci à Myriam Maestroni pour organiser effectivement E5T et permettre d'avoir cette liberté, cette fertilité mutuelle des différents échanges qui nous permet effectivement, quand on parle de transition énergétique, de repositionner cette question par rapport à des humains, par rapport à des usages, par rapport à des entrepreneurs et par rapport... Merci. Et par rapport à une dynamique territoriale qui nous permet d'avancer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Green Cross, avant de rentrer effectivement sur les 4 mots-clés de l'innovation dans la transition écologique, on est une ONG internationale relativement récente qui a été issue d'une rencontre entre Mikhaïl Gorbatchev et les chefs d'État de la planète sur le thème de ce qu'on n'appelait pas encore la lutte contre la dérèglement climatique. C'était en 1992 à Rio. Et suite à ceci, Mikhaïl Gorbatchev a décidé donc de créer cette ONG avec le support du commandant Cousteau en se disant, si on veut parler lutte contre le dérèglement climatique, il faut parler de ce qui intéresse les populations au plus près des populations. Donc parler de la question de l'eau, de littoral et de l'océan, parce que l'accès à l'eau et à un environnement sain et de qualité, c'est une préoccupation du quotidien. Parler de l'alimentation et parler de l'énergie auquel on a rajouté les villes et territoires durables dans la perspective des usages et des modes de production. Et par rapport à ceci, il y a des pistes de solutions qui peuvent nous sembler très intéressantes. C'est de travailler sur l'économie circulaire. Alors en France, on est très fiers de considérer que c'est un nouveau mot-clé derrière lequel on met beaucoup de choses, mais au final, quand on va en Côte d'Ivoire, quand on va au Sénégal, quand on va dans le Pacifique Sud et qu'on regarde les modes de fonctionnement et les modes de vie au quotidien, en particulier dans l'industrie alimentaire, le déchet est une ressource, on utilise l'ensemble du produit, on fait passer le principe de la possession derrière les multiples vies et les multiples emplois qu'on peut avoir de ces ressources matérielles. Et donc l'économie circulaire, c'est tout autant un concept d'innovation que c'est quelque chose de novateur. Et ça ne marche aussi, et c'est là où des réseaux comme le R20 sont particulièrement importants, que parce qu'on a des dynamiques de coopération et de solidarité, où on va être capable de mettre en face d'une collectivité locale du Nord, une collectivité locale du Sud, où on va être capable de regarder quelles sont les bonnes idées qui marchent et de faire en sorte que si on est en train de tester, par exemple, une installation de type SWAC en Polynésie pour arriver à faire de la climatisation avec une source chaude en surface et une source froide dans les profondeurs, ben cet exemple-là va pouvoir servir à faire la même chose au large de l'Afrique, au large de l'Asie ou en Europe, juste à côté de chez nous. Donc, pour répondre à la question et revenir sur les principales étapes de l'innovation, j'ai été très intéressé dans les propos qui ont été tenus jusqu'à maintenant, parce qu'on a tendance à dire en France que les innovateurs ont des idées et je ne voudrais pas paraphraser Coluche, mais ont surtout des idées, et qu'ils ont besoin de financement public pour aller de l'avant, sur lequel ils insistent en disant « j'ai des idées » à des guichets. Et on a eu des témoignages d'entrepreneurs, de grandes comme de petites structures, qui venaient avec leurs projets, avec leurs difficultés, etc. Et ça, c'est très important pour détecter l'innovation. On intervient par exemple beaucoup dans des îles du Sud, et je pense à la Nouvelle-Calédonie, je pense à Fidji, où l'innovation est portée en grande partie par des savoir-faire traditionnels, par des structures informelles, et où donc aller détecter et aller identifier, ça veut dire aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font cette innovation au quotidien. Michel en parlera probablement beaucoup plus que moi, mais on se rend compte que dans les hommes et les femmes, il y a énormément d'innovations portées par les femmes qui émergent, et c'est un facteur de réduction de risque, de pérennité, de capacité à tirer sur le temps long, enfin y compris en des termes financiers, les choses peuvent être justifiées et intégrées, et que très souvent, on perçoit l'innovation à travers sa perception dans le secteur institutionnel, alors que ce qui est intéressant, c'est d'aller la chercher sur ce qui se passe dans le secteur informel. Typiquement,
si on regarde des exemples très près de la dimension énergétique, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait autant de progrès qu'aujourd'hui sur la méthanisation si on était passé à côté de ce qui se passe avec l'agriculteur et l'agricultrice en bout de champ, de projets dont je pourrais parler avec des larmes dans les yeux de gens qui au Congo-Brazzaville ont fait du savon à base de coco et se sont rendus compte ensuite qu'avec la feuille de coco, on pouvait mettre en place le papier et le carton pour emballer le savon et que tout autour de ça, le déchet ultime permettait de faire fonctionner l'usine. Et c'est des projets comme ceux-ci qui ont besoin d'être détectés et d'être mis en réseau sur un territoire en ne faisant pas le lien entre le projet porté par les institutions et le projet qui n'aurait pas les bons labels, qui n'aurait pas les bons accès, etc. Une fois que ceci a été fait, ce qui est souvent très difficile, c'est de détecter les différences de phase, et les anglo-saxons ont un terme très intéressant, c'est de parler de maturity model, et ça a été développé par la NASA à travers un concept CMMI. Pour ceux qui sont intéressés par la partie techno, ça marche très bien, mais je vais essayer d'en parler avec les mots de tous les jours, de regarder le séquencement de projet entre la bonne idée, le projet qui a le mérite d'être prototypé, le projet qui est prototypé et dont on connaît la bande passante de fonctionnement, c'est-à-dire à la fois les forces et les faiblesses, la phase de développement des technologies et la phase de maturité et de réplicabilité. Et quand on travaille sur cette phase-là d'identification, on se rend compte qu'on fournit de la robustesse à l'entrepreneur, qu'on permet aussi à l'entrepreneur de prendre compte de la dimension sociale, sociétale, environnementale et de la création de valeur finalement qu'il fait sur son territoire, et que ça marche extrêmement bien, d'une part pour valoriser l'entrepreneur, d'autre part pour asseoir et pour sécuriser le projet, et puis ensuite pour que le territoire se rende compte de ce qui se passe. Et pour une fois, je vais prendre un projet dans une tribu pas trop lointaine. Ce qui est en train de se passer avec le label produit en Bretagne récemment, c'est qu'ils ont changé les critères d'étiquetage et d'attribution du label pour que quand vous achetez un label produit en Bretagne, vous savez combien d'emplois sont créés dans l'entreprise, quelle est la création de valeur sociétale sur l'écosystème et à quoi ça sert. Et je pense que là, dans les services énergétiques, et volontairement je parle de services énergétiques plus de production de l'énergie pour qu'on se mette à réfléchir à chaque instant, y compris à l'amont de la production par rapport aux usages, on aurait intérêt à se reposer systématiquement la question de l'intensité en emploi, de la valeur positive ou de la dégradation de valeur écologique, mis en rapport par rapport au service de l'énergie. Et un autre sujet qui me semble très important dans cette phase d'identification et au nord et au sud, c'est la question de la résilience. Alors, au sud, et vous avez remarqué qu'il y a des suds qui sont au sud des États-Unis, la question qui nous vient tout de suite en tête, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une catastrophe écologique majeure due au dérèglement climatique, que ce soit un ouragan, que ce soit une tempête, que ce soit une sécheresse. Mais cette question se pose également à la Faute-sur-Mer, à l'île-Dieu, à Dunkerque, où on a eu l'occasion de l'évoquer hier, en différentes parties du territoire. Donc, dans cette phase d'identification, on va être capable de se poser cette question-là, et on se rend compte que la période qu'on avait dans l'énergie de faire du massifié et de faire des chars d'assaut en se disant parce que c'est gros, c'est robuste, est une période qui tend à s'estomper, et que maintenant on arrive à avoir la robustesse dans le smart, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau des moyens de production, au niveau de l'utilisation, dans l'agilité et dans la capacité comme ça à faire, non pas contre l'aléa climatique, mais avec l'aléa climatique. Une fois qu'on a ces bases-là, finalement, on est capable beaucoup plus facilement d'aller aborder les nouvelles étapes, et notamment l'étape de la fertilisation. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un territoire d'innovation qui ne produit que de la start-up, mais ce qui est intéressant, notamment du point de vue de la gouvernance locale et territoriale, c'est de faire en sorte que ce qui a marché dans un endroit du territoire puisse être répliqué, et puis que sans faire des copier-coller, on soit capable, en termes de rayonnement mondial, de faire échanger un projet d'éclairage public en banlieue parisienne particulièrement efficace. Et en termes d'énergie, on y pense souvent, mais je reviens à mes critères de la phase précédente, également parce qu'ils contribuent à la réduction de la violence, ou à avoir un environnement sain et apaisé, ou à avoir un environnement qui est un petit peu plus vivable.
J'ai parlé de la banlieue parisienne, j'aurais pu parler de la cité de la Villeneuve à Grenoble, où il y a un effort très particulier qui a été fait sur ce sujet, sur lequel on va pouvoir communiquer avec ce qui se passe à Dakar, sur lequel on va pouvoir communiquer dans des structures type Club Ardem International ou autres avec ce qui se passe au Brésil. Il va falloir que tu retournes à La Rochelle, là, parce qu'à mon avis, mais toujours sans copier-coller. Et justement, j'ai prévu de retourner à La Rochelle sur la dernière phase et sur les enjeux et sur les motivations pour agir. C'est que les consommateurs sont prêts à entendre le message que le schéma énergétique aujourd'hui doit être profondément repensé à l'aune de tous les critères que je viens d'indiquer. Au niveau de la puissance publique, c'est plus compliqué d'agir. Les temps d'investissement sont longs, on le sait, mais les consommateurs deviennent prescripteurs et on est sur une thématique sur laquelle chacun a un avis. On a passé l'étape des comportements militants. On a aujourd'hui des législations dans le cadre du bâtiment qui sont des législations prescriptives et qui en Europe tirent les sujets, mais il y a une marge d'innovation technologique extrêmement importante. Et par contre, j'insiste sur un dernier point qui sera ma conclusion, c'est qu'on est dans un contexte économique qui, plus que jamais, attend la rupture. Et que quand on parle d'électricité, quand on parle de gaz, etc., ça n'est pas parce que jusqu'à maintenant, des choix et des options technologiques ont marché qu'elles vont marcher demain. C'est vrai au nord, c'est vrai au sud, qu'on a été dans un environnement très fiscalisé où finalement le prix n'est pas forcément la valeur parce qu'on avait un consommateur, un contribuable et un citoyen qui payait. Et j'en termine sur ce point, qui est un point très Rochelet, c'est qu'il est urgent que dans nos capacités d'innovation, on se mobilise plus sur les réseaux et plus sur cette dynamique entrepreneuriale en se disant que les pouvoirs publics seront dans le suivi des démarches d'innovation sociétale et qu'il est de notre rôle de la société civile de mettre en place cette innovation et de faire en sorte qu'elle puisse se créer, quel que soit le contexte législatif dans lequel on intervient. Bravo, merci Nicolas. Merci de cette intervention et je crois que rentrer dans le cadre comme tu l'as fait, c'était important.